Hello, bienvenue à ce nouveau épisode de Global Glag. Mon nom est Renato Molo et aujourd'hui on sera au Kenya. Pas vraiment au Kenya. Aujourd'hui on est en Afrique du Sud avec Cyril Villemain. On est à Johannesburg. Il va nous parler l'histoire de son produit, Bahari Rum, qui est né récemment et qui est en train de grandir rapidement. Il va nous expliquer comment l'idée est née, d'où ça vient, le présent et le futur de la marque, de ses produits. Et voilà, je voulais juste profiter pour vous expliquer, pour me présenter. Comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas francophone, ma langue maternelle n'est pas le français. Je suis né dans la partie italienne de la Suisse, d'où mon accent. C'est terrible, mais voilà. Et j'ai vécu plus de 15 ans à Lausanne, à côté de Genève, où j'ai étudié et j'ai travaillé pendant ce temps. Donc, j'habite à Cartagena de Indias, en Colombie, où j'ai créé une dégustation de rhum et chocolat. Et voilà, je suis passionné du milieu, j'adore les produits. Donc, j'ai décidé de commencer ce podcast. Il y a des autres épisodes dans des autres langues. L'idée, c'est de faire le podcast en différentes langues. Pour le moment, on a l'anglais et l'espagnol. Et voilà, si vous connaissez quelqu'un, si vous avez des idées, je vous invite, s'il vous plaît, envoyez-moi un petit courriel à molo.renato@gmail.com. Je vais aussi le mettre dans la description de l'épisode. Et voilà, donc j'espère que vous allez apprécier cette interview comme moi je l'ai apprécié. C'était vraiment une conversation très intéressante. On va aussi un petit peu dans le détail de la production, comment le rhum est produit. Mais voilà, je vous laisse à Cyril maintenant. Et voilà, à la prochaine. Aujourd'hui, on va parler de vos produits, Bahari Rum. Et donc, vous êtes maintenant exactement, ce moment-là, vous êtes à Johannesburg. Est-ce que c'est correct, en Afrique C'est du tout à Sud? fait. Comment je suis arrivé en Afrique du Sud pour développer l'entreprise il y a à peu près 1 an maintenant. Ok. Donc, j'ai lu un article sur Remporter, votre Ouais. parcours. Donc, c'est très intéressant. Je vois que vous êtes toujours un photojournaliste. Est-ce que vous... Non, je le suis. Non, je le suis plus. Du coup, j'ai été photojournaliste pendant de nombreuses années, ce qui m'a amené à beaucoup voyager. Mhm. Et, et puis j'ai eu une famille. J'ai décidé d'arrêter, et c'est comme ça qu'est venue l'idée du rhum Bahari au Mhm. Kenya. Oui. Donc, Euh, Oui, pardon. oui, dites-moi. Non, vous étiez Non, donc je vous en prie. en voyageant en Afrique du Sud, surtout l'Afrique, j'imagine, et vous êtes arrivé au Kenya. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment vous êtes arrivé Alors, c'est simple, je suis arrivé au Kenya avec ma famille, j'ai eu envie d'arrêter la photographie. Mhm. Et au début, comme j'aime le raconter, j'avais l'intention de commencer avec deux barils de fût de Bourgogne au fond de mon jardin et de voir comment le rhum kényan vieillit. Et puis pour les copains au début, et puis j'ai rencontré quelqu'un au Kenya, un autre Français, bourguignon, qui m'a dit pourquoi faire 200 litres, pourquoi pas en faire 20 000. Mhm. Et, euh, et puis l'idée a germé, et finalement j'ai décidé de monter une entreprise au Kenya, et il m'a rejoint, et il travaillait dans les alcools, il était dans la distribution d'alcool au Kenya. Mhm. Et, euh, et on a commencé comme ça, sur une idée un peu folle, un après-midi avec un café, et on s'est retrouvé à faire du rhum peu de temps après. On a eu la chance, c'est ce qui nous a beaucoup aidé, on a eu la chance d'avoir Christian Vergier qui a rejoint l'aventure pour nous aider à blender les rhums. Oui. Et ça a complètement changé la vision de l'entreprise, parce que c'est devenu très sérieux quand Christian Vergier a intégré Bahari pour nous aider à faire le rhum. Donc, Voilà. Christian Vergier de l'entreprise Grace.
Est-ce que c'est correct? Non, Christian Vergier, c'est un rum maker qui est très connu Mhm. dans le milieu des spiritueux. Il a aidé des dizaines et des dizaines de marques à faire des blends, que ce soit en whisky ou en rhum. Mhm. Et il est le maître tché de Grèze. C'est lui qui s'occupe du vieillissement de Grèze. Il a Oui. aussi, sur les blends de Rivière-du-Mar, il a créé Arcane. Il a créé Rhum Island Signature, qui sont des rhums maintenant très connus, qui ont été rachetés depuis. Donc, il a créé des dizaines et des dizaines de rhums. On l'appelle le Usain Bolt des spirits parce que je pense que c'est un des hommes qui a remporté le plus de médailles sur les alcools dans le monde, OK. sur Alors la création d'alcool. vous êtes bien servi là avec ce. Bah oui, c'est un homme exceptionnel, exceptionnel et qui a une grosse connaissance du rhum et aussi, surtout, il a une grosse connaissance de ce qu'il appelle l'élevage sous bois, Mhm. c'est-à-dire faire vieillir des rhums dans des barriques de chêne. Et il est très bon aussi pour faire les barriques sur mesure avec des toastings particuliers pour les rhums, pour leur donner leur typicité. Et ça, c'est formidable. Et je voulais juste vous demander, pour revenir au début de cette aventure, c'est comment donc faire du business? Je veux dire, vous avez commencé, je lisais, avec deux pots still, probablement, si je me souviens bien. C'est Oui, comment? on a des pots styles. Alors, l'histoire des pots styles est incroyable. D'abord, c'est des pots styles qui ont été fabriqués en Angleterre, qui se sont retrouvés en Inde et qui sont revenus, qui sont venus au Kenya après la décolonisation en Inde. Donc, c'est des pot styles qui sont très très vieux et c'est des copper pot styles. Mhm. Et donc, du coup, ben, moi, il a fallu que j'apprenne un nouveau métier. Donc, j'ai suivi des amis dans leur métier pendant 2 ans pour apprendre la distribution, les activations et aller dans des distilleries pour voir comment on fait du rhum, quel est le processus de rhum. Et aller aussi dans les champs de canne à sucre pour comprendre tout le process de la fabrication du rhum. Donc ça m'a pris 2 ans. J'ai réappris un métier, somme toute. Oui. Et puis ensuite, ben, on s'est mis avec des gens qui nous ont ouvert une distribution. Le produit, comme je le disais, grâce à Christian, est très très bon. Et on a commencé au Kenya avec un rhum de mélasse, parce que comme on distille à Nairobi, qui est la capitale du Kenya, et que la canne à sucre vient de la côte kenyane, on n'avait pas le temps pour la faire venir de la côte et distiller du pur jus, de Mhm. l'agricole. Oui. On a opté pour un rhum de mélasse, qui est un rhum en colonne. C'était plus facile pour nous aussi en termes de fabrication. Oui. Donc notre première cuvée, c'est la cuvée du Kenya. Ensuite, via Christian, toujours, on a acheté des barriques de 2010 chez Grèze à l'île Maurice, et on a fait une nouvelle cuvée qui est Barry île Maurice. C'est un brut de fût, single cask en anglais, un brut Mhm. de fût de 2010. Donc cette année, il nous reste encore une barrique, donc il va avoir 14 ans. Donc là, il n'y a aucun blend, hein. C'est un des seuls bruts de fût africains, que ce soit Mhm. continental ou avec les îles autour. Donc ça, c'est un produit qui est exceptionnel. Et puis j'ai décidé de développer un nouveau rhum en Afrique du Sud, qui lui est un 100% pot still, Mhm. euh, qui est à moitié un rhum de mélasse et à moitié un rhum agricole, qui vient du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, là où est la canne à sucre, Mhm. et qui est blendé par Christian Vergier. Et de ce besoin de faire de nouvelles cuvées africaines, il y aura aussi une autre cuvée qui va se faire au Mozambique, qui va être prochainement, qui va être un rhum blanc avec un ajout de piment naturel pour la mixologie, pour les bars, pour Oui. les bars à cocktails.
Hein. Donc ça nous fait quatre hommes. Et naturellement, j'ai décidé d'appeler la société Barry la collection des rhums africains, The African Rum Collection, et de rechercher des terroirs africains pour développer notre collection de rhum africains, parce qu'on en a bientôt 4. Donc le but, c'est de faire des produits exceptionnels sur le continent africain, pour les Africains. C'est surtout destiné au marché africain, mais évidemment aussi pour l'Europe et d'autres pays comme l'Asie ou les États-Unis, bien sûr. Mais nous, on fait du rhum en Afrique pour les Africains. On veut placer l'Afrique sur la carte des rhums, mais on veut aussi que les pays où on produit nos rhums soient fiers de boire un produit local, comme c'est le cas au Kenya. C'est pour ça que notre Barry cuvée Kenya marche très bien au Kenya, parce que les gens sont très fiers d'avoir un beau produit fabriqué dans le pays. Absolument, oui. C'est un nouveau trend aussi, le rhum africain. Moi, je connais quelques-uns, j'ai goûté quelques-uns. Moi, j'habite en Colombie, donc c'est toujours plus difficile d'avoir ces produits. Mais quand j'étais en Europe, la dernière fois, j'avais goûté des rhums de l'Afrique du Sud. Et c'est vraiment quelque chose qui est en train de grandir. Et voilà, donc on est content que ça soit quelque chose qui est aussi pour les Africains. Normalement, on pense toujours à l'exportation pour l'Europe, les États-Unis, bien sûr. Mais il y a un marché énorme en Afrique. Bien sûr. Et donc... voilà, donc bien j'ai vu sûr, aussi des vidéos. Quand on voit que le Nigeria, il y a 200 millions d'habitants, il y a presque 200 millions d'habitants en Éthiopie, que l'Afrique du Sud fabrique des spirits depuis 350 ans. C'est pas comme si c'était nouveau de fabriquer un spirit en Afrique du Sud. Ça fait quand même 350 ans qu'ils font du vin et des alcools ici. Hein. Donc c'est pas rien, ils ont un savoir-faire qui est phénoménal. Hein. Absolument, oui. Ça se présente comment le marché, disons, en Afrique du Sud, au Kenya, disons, du point de vue du rhum? Est-ce qu'il y a des produits de haute gamme, les gens connaissent déjà, ou c'est quelque chose qui, c'est un marché vraiment qu'il faut pénétrer, il faut vraiment... C'est vraiment un marché qu'il faut développer. Le Kenya, ce sont plus des buveurs de whisky, donc, mais aujourd'hui, par exemple, la France, bon, je suis français, comme vous le savez, la France, c'est 60 millions de bouteilles de rhum vendues chaque année. Aujourd'hui, c'est le premier spirit le plus bu devant le whisky. Ça représente plus de 11% de la totalité des spirits vendus. Donc là, on est sur... j'aime bien cette phrase qui dit Rome is the new gin. Parce qu'aujourd'hui, les gens découvrent le rhum parce qu'il y a vraiment des produits qualitatifs qui ne vont pas être au prix d'un excellent whisky single cask écossais qui va être hors de prix. Donc les gens vont sur le rhum et je pense que les autres pays, par effet de mode, suivent. Comme c'est le cas au Kenya. Le Kenya, pour nous, c'est un marché qui est extrêmement important. On vend beaucoup au Kenya de la cuvée du Kenya. On vend au Rwanda aussi la cuvée du Kenya. Ils sont très friands de rhum. Ils commencent à venir sur le rhum. Et puis pour l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est mature. Hein. C'est un pays qui est comme l'Europe ou les États-Unis ou l'Amérique du Sud. Ils boivent du rhum. Hein. Et ils commencent à boire d'excellents rhums. Vous aviez sûrement goûté des rhums sud-africains. Ils le boivent aussi en Afrique du Sud. C'est pas destiné qu'à l'export. Il y a beaucoup de produits ici qui sont bu par les Sud-Africains et ça, c'est formidable. Alors oui, il faut développer cet engouement mondial pour le rhum. Mais il se fait petit à petit. On n'a pas besoin de lutter contre ça. Ça vient vraiment tout seul. On le voit. D'année en année, les chiffres sont de plus en plus importants sur les pays africains. Hein. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Kenya, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Botswana sont des pays qui commencent à consommer beaucoup de rhum. Et ça, c'est très bien pour nous. Absolument, oui. C'est important. Absolument, oui. Moi, toujours, j'ai lu beaucoup d'articles et le rhum est en train de grandir partout. Pourquoi pensez-vous? Pourquoi le rhum maintenant c'est devenu, comme vous le dites, le nouveau gin? Il y a une raison derrière, vous pensez?
Alors déjà, je pense il y a toujours un effet de mode dans les alcools, ça c'est sûr. Mais il y a aussi le fait que pour les pays européens, ben, le rhum avant la mondialisation était un des alcools les plus bu parce que ça venait de la Caraïbe. Mhm. Et du coup, c'était un alcool qui était plus facile, qui était plus facile. Il faut pas oublier que les États-Unis, avant de boire du Bourbon, le premier alcool qui était bu aux États-Unis d'Amérique, C'était c'était Rome. le rhum. Ouais. C'était le rhum. Là, vous êtes en Amérique du Sud, en Amérique centrale, c'est le rhum. Il y a des pays qui ont beaucoup bu de rhum. Et puis ensuite, je pense qu'il y a eu mauvaise presse sur le rhum. C'est devenu un peu un alcool bas de gamme. Mhm. Les producteurs, à part certains pays, n'ont pas su prendre je pense, le virage de la qualité. On fait des rhums mass market. Et du coup, ça a été associé à un alcool de pirate qui voyage par bateau, qu'on boit en Cuba Libre ou en Pina Colada. Et je pense qu'avec ce renouveau des distilleries qui veulent travailler des produits exceptionnels et essayer de faire vieillir et du coup d'avoir des produits fantastiques, bah, l'engouement s'est fait. Les consommateurs ont dit, bon, bah voilà, en fait, maintenant, on a un alcool qui est beau et qui est bon et qui a des histoires qui est bien fait. Donc je pense que c'est pour ça que ça a repénétré un peu tous les marchés mondiaux. À mon avis, il a meilleure presse aujourd'hui. Il est plus vu comme cet alcool bas de gamme, Mhm. blanc, qu'on met dans un Cuba Libre, mais qu'on peut boire juste avec un glaçon entre copains. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a un renouveau du rhum, à mon avis. Oui, c'est vrai, l'histoire du rhum, c'était toujours au début dans le Barbados, c'était exporté aux Amériques du Nord, c'était la boisson par excellence, disons, tout le monde buvait du rhum. Après, c'est devenu le whisky. Et oui, le rhum est devenu quelque chose de bas de gamme. C'était le mixing rhum et c'était pas vraiment quelque chose Ouais. qu'on buvait, comme vous le dites, avec une Et puis le glaçon. gin a pris, le gin a pris la place parce que les Mhm. gins dans les années 80, c'était imbuvable les gins. Il Oui. fallait le boire qu'en gin tonic. Personne. Et puis on mettait des toniques mass market Mhm. avec un glaçon. Oui. Aujourd'hui, les grandes maisons de toniques ont adapté leur tonique en fonction des goûts des gins. Enfin, il y a eu aussi un engouement sur le gin. Mais le gin, il vieillit pas. C'est de la macération. Alors que, alors que le rhum, il a un terroir. Ça dépend de son ensoleillement, ça dépend de sa canne à sucre, ça dépend si on fait un rhum de mélasse ou un rhum agricole. Ça dépend comment il est vieilli, dans quel type de barrique. Et donc ça, c'est exceptionnel. Ça ouvre le champ des possibles de façon exponentielle. Absolument. Euh, c'est pas juste un alcool blanc comme peut l'être le gin. C'est un produit qui peut être vraiment bien travaillé. Et ça, c'est Absolument. super. Ce que je dis toujours, des fois, dans les dégustations que je fais, des clients me demandent, ouais, mais pourquoi on utilise ce fût plutôt que celui-là? Et je dis toujours aux clients, à la fin, c'est la recette secrète du producteur. Il y a une Tout à recette fait. derrière, donc c'est pas justement un rhum blanc, un gin blanc, un vodka qui est distillé et voilà, on l'embouteille. J'avais encore une question par rapport. Alors, Oui, je vais revenir sur ce que vous disiez. J'ai une anecdote oui. justement exactement sur ce que vous disiez. Quand on a choisi les fûts chez Grèze pour notre cuvée Île Maurice brut de fût, le maître de chaîne nous dit, bon, je vous envoie 5 échantillons, c'est 5 barriques différentes. Je pensais que j'allais avoir exactement le même goût. Donc j'ai dit, ben, est-ce nécessaire? Il m'a dit, oui, il y a de vraies différences de barriques. Et lorsqu'on a eu en dégustation avec mes associés 5 bouteilles de 5 barriques différentes, c'était complètement différent. Mhm. Complètement. C'est des barriques qui sont les unes à côté des autres, avec presque le même toasting de barriques. Il y en a qui sont un peu plus vieilles, d'autres un peu plus jeunes. Eh bien, ces 5 barriques étaient différentes. Donc, on a choisi ce qui nous correspondait. Mais vous avez raison, les goûts, sur 5 barriques alignées, s'il y en a une qui est en Solera et l'autre qui est un peu plus haute, bah, il y a des différences incroyables après 12 ans de vieillissement sous bois. C'est incroyable. C'est fantastique de voir ça.
Et je vous ai coupé, pardon. Non, 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 pas du tout. Non, non, pas du tout. C'est super intéressant, oui. C'est quelque chose qui, des fois, les gens, ils comprennent pas. C'est juste du bois, on pense, mais non, ça change complètement la donne, ça change Vraiment. complètement le produit. Oui, je voulais juste vous demander, vous parlez de terroir. Donc, le terroir, est-ce que vous utilisez de la... euh, vous pensez, pardon, de commencer à produire aussi de la canne à sucre vous-même, de faire quelque chose comme Maungay aussi fait maintenant, single origin, quelque chose qui vient tout du même endroit, ou comment vous faites avec la mélasse, comment vous faites avec, je sais pas si vous avez pensé aussi dans le futur de faire des rhums Alors, oui, agricoles. oui, oui, oui. Alors, dans le futur, là, le but de ma présence en Afrique du Sud, c'est de faire un chai de vieillissement sous l'œil de Christian Vergier et de faire une seule origine avec un produit 100% agricole. Mhm, Donc du coup, on cherche dans le KwaZulu-Natal des planteurs qui travaillent de façon bio et de monter une distillerie en Afrique du Sud pour faire un monoproduit. Et ensuite, on continuera à travailler avec d'autres distilleries pour les pays dans lesquels on fera des cuvées et on voudrait essayer d'en faire plus dans l'avenir. On peut évidemment pas monter une distillerie dans chaque pays où on sera présent, mais oui, disons c'est que le clair. flagship, bah, c'est compliqué. Ouais. Oui, Le et c'est flagship cher aussi. ah oui, c'est très cher et puis il faut être présent. Donc Mhm, le continent, il est très grand. Hein. oui. Nairobi-Paris, c'est la distance de Paris-New York. Donc, Mhm, on ne va pas pour un week-end voir la distillerie au Ghana, au Kenya ou en Tanzanie. On a aussi d'ailleurs des idées sur la Tanzanie, parce qu'on a trouvé justement, et là on travaillerait avec un seul producteur de canne à sucre et une petite distillerie qui est dans les terres en Tanzanie. Donc, c'est un projet sur lequel je suis et qui est en cours de développement. Donc on aurait encore dans Bari la collection des rhums africains, une cuvée tanzanienne qui serait gérée depuis mes associés et camarades au Kenya, puisque c'est limitrophe avec le Kenya. Donc mhm, oui, oui. on voudrait aller vers l'excellence et faire un rhum agricole en Afrique du Sud parce que cela s'y prête. On peut faire une distillerie à côté des cannes à sucre le long de l'océan Indien. Bari signifie océan en Kiswahili, donc Mhm. faut que l'on soit proche de l'océan. C'est nos racines, l'océan pour notre homme. Absolument. Une autre question par rapport à la législation, disons au Kenya par exemple, ou en Afrique du Sud. Euh, pour appeler un rhum rhum, est-ce qu'il y a des minimums, par exemple, comme 40% d'alcool, ou est-ce que la canne à sucre, la mélasse doit venir du même endroit? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, un GI, un AOC en Afrique? Ou c'est quelque chose qui va arriver, vous pensez, ou c'est quelque chose qui est encore... Alors, ça existe déjà en Afrique, dans les îles, ça existe Mhm. déjà à Maurice et ça existe à La Réunion, qui est une Oui, île qui est un département français, français. oui. Donc, il y a une législation qui est très dure sur les alcools. Le Kenya, il n'y en a absolument aucune. Mhm. Euh, D'ailleurs, on voit des rhums bas de gamme qui sont fabriqués au Kenya avec du caramel et du sucre pour donner de la couleur. Il n'y a aucune législation du moment que sur l'étiquette, il est mentionné qu'il y a du rhum, de l'eau et du caramel. En gros, ça passe. Donc, Mhm. c'est terrible d'ailleurs pour les gens qui consomment, hein, parce que Oui. en fait, c'est même pas du rhum, hein, c'est de l'INA, enfin, c'est du neutral alcool qui est distillé en colonne à Mhm. 96 degrés dans lequel ils rajoutent de l'eau et ils ont l'appellation rhum parce que la base, c'est de la mélasse de canne à sucre. Oui. Pour l'Afrique du Sud, oui, là, la législation est un peu plus compliquée. Il faut que ce soit minimum à 43 degrés et qu'il y ait un blend qui soit uniquement sud-africain pour avoir l'appellation rhum Mhm. et, et pas et évidemment 100% canne à sucre, que ce soit en mélasse ou en agricole. Ok, donc il y a déjà une bonne base pour, voilà. Aussi pour Mais l'exportation, ah, j'imagine, vendre un produit rhum ah qui bah, soit.
Ah bah oui, pour l'exportation, il faut d'ailleurs, il y a une législation qui est extrêmement compliquée ici, parce que je pense que ils veulent garder l'aspect qualitatif de leur spirit et de leur vin. C'est un pays producteur de vin. Si tout le monde fait n'importe quoi, ils vont perdre le côté qualitatif Mhm. de leur pays, hein. Ça c'est clair. Absolument, oui. Ils sont Ça, pas c'est des fois le protecteurs, hein. problème dans certains pays. Il n'y a vraiment pas vraiment des lois qui protègent le rhum. Et donc, Pas de législation. Moi, j'ai goûté des rhums en Europe. Moi, je veux pas dire de nom de marque, hein, parce que après, ils font comme ils veulent. Mais il y avait des rhums qui étaient à 37 degrés, et c'était même pas de la canne à sucre, hein, c'était de l'alcool de betterave dans lequel ils mettaient des arômes et du sucre et du caramel. hmm, Et ils avaient l'appellation rhum. Et aujourd'hui, la législation française est en train de changer. Et heureusement, parce qu'en plus, la France a des appellations d'origine protégée pour le rhum de Guadeloupe et de Martinique. mhm, Donc, ils font très attention au rhum. Aujourd'hui, un rhum, un spirit, ils appellent ça maintenant des spirits de rhum. Certains rhums qui peuvent vendre jusqu'à 5 millions de bouteilles par an en France, ils n'ont plus l'appellation rhum, ils l'ont perdu. mhm. Ils sont à 37 degrés et c'est des spirits de rhum. Et je trouve ça bien qu'il faut commencer une législation. Par exemple, on parlait du whisky tout à l'heure. Quand il y a un blend de whisky, on retient le plus jeune. Mhm. C'est-à-dire que Oui, si vous avez un 12 ans, un 3 ans et un 2 ans, eh ben, on retiendra le 2 ans de blend. correct. Aujourd'hui, vous avez des gens qui font des rhums de blend de 14 ans avec des rhums blancs qui viennent d'être distillés. Ils peuvent mettre 14 ans sur l'étiquette. Je Mhm. trouve ça très dommage. C'est Oui, mentir aux consommateurs. absolument. C'est c'est pour ça que nous, dans nos rhums, là, par exemple, sur le rhum que je suis en train d'ailleurs de distiller cette semaine, qui sera prêt très prochainement, euh, eh ben on a du rhum blanc, on a du rhum vieux, un blend de 18 mois, de 3 ans et du rhum blanc, et c'est tout. On ne rajoute rien d'autre. Rien, rien, Oui. rien. Et donc là, ben, on ne dit pas que c'est un rhum de 3 ans, on dit que c'est un rhum d'Afrique du Sud, et sur la contre-étiquette, on est très transparent, on met la distillerie qui produit le vieux rhum, et à combien de degrés nous on l'achète, et, euh, et, euh, et si c'est de la mélasse, de l'agricole, si c'est du postil, de colonne, on met toutes les mentions Mhm. dessus, et on met surtout que c'est 100% naturel et qu'il n'y a aucun ajout. Il n'y a pas d'ajout de saveur, de texture et tout ça. C'est pénalisant pour les producteurs de rhum qui veulent faire des beaux produits. Absolument, oui. Euh, Et c'est aussi un trend qui est en train de se passer parce qu'il y a toujours plus de gens comme moi, avant d'acheter une bouteille, je veux savoir qu'est-ce que c'est parce ben que voilà. je me sens assez, quand j'achetais des produits à l'époque, je me souviens, bon, je veux pas, mais quand j'achetais Diplomatico à l'époque, quand j'étais plus jeune, je connaissais pas Voilà. trop, je trouvais que c'était magnifique. Maintenant que j'ai Ouais, développé mes goûts, je dis oui, il est bon, mais c'est pas mon style parce qu'il y a trop évidemment. d'additifs pour moi. Donc, quand Le- je cherche quelque chose, je veux que ce soit du rhum pur. Et les gens veulent ouais. savoir ça, et c'est important d'être transparent Et ben aujourd'hui. voilà, c'est pour des consommateurs comme vous qu'on a décidé de mettre sur la contre-étiquette le pourcentage de vieux de 3 ans, le pourcentage de 18 mois, le pourcentage de rhum blanc, le pourcentage qui a été fait en mélasse, le pourcentage qui a été fait en agricole, et d'expliquer quels sont les ferments, pendant combien de temps, puisqu'on utilise de la mélasse, pendant combien de temps on l'a fermenté, avec des ferments naturels, d'expliquer le nombre de jours de réduction de l'alcool pour pas agresser Mhm, oui, l'alcool. Nous, on fait des réductions lentes, c'est extrêmement important aussi, les réductions lentes. Les gens commencent à connaître, hein, les consommateurs connaissent les réductions lentes, hein. absolument. J'ai une question Euh, par rapport à ça. Lente, combien de ouais. temps? Combien de temps? Vous pouvez juste m'expliquer un petit peu. J'ai lu, On- j'ai écouté des podcasts par rapport à ça. Je sais qu'on ne peut pas rajouter tout de suite de l'eau parce que ça va changer complètement ça va agresser justement le rhum, l'alcool. Il y a une réaction qui passe trop rapide. Est-ce que vous pouvez juste me exactement. raconter un petit peu plus? Donc c'est très simple. Nous, on a un pot still qui a double fermentation, enfin double passage. Mhm, C'est les alambics, on les appelle les alambics charentais en français. oui. Donc on fait deux passages de rhum.
Le deuxième, le rhum qui, après le vrai cœur de chauffe, il sort à 65, environ 65 degrés. Donc on ne peut pas mettre un alcool à 65 degrés dans une bouteille. Comme vous le disiez, il faut rajouter un petit peu d'eau. Si on rajoute à part égale pour faire 1000 litres de rhum, 500 litres d'eau pour descendre le degré d'alcool, ça va complètement agresser l'alcool et ça crée des réactions chimiques qui sont très néfastes pour le rhum. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met l'alcool blanc qui a été distillé dans une cuve et on commence le premier jour par mettre 50 litres. On brasse tout doucement pendant une dizaine de minutes l'alcool pour pas qu'il soit agressé. On le laisse reposer 2 jours. On va rajouter 50 litres, 100 litres, 50 litres, 100 litres pendant un mois. C'est un délai qui est raisonnable, 30 jours pour descendre le degré d'alcool. Et c'est ça qui fait que l'alcool ne va pas être agressé. C'est cela qu'on appelle une réduction lente. C'est de descendre ces 65 degrés d'alcool à 43 ou 40, suivant le produit fini, pour avoir un produit un alcool qui n'a pas du tout été agressé. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui dans les rhums. Et voilà, je voulais demander, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, si on met tout de suite trop d'eau? Ça va complètement détruire les saveurs, j'imagine. Bah oui, ça détruit les saveurs et surtout, ça crée une réaction chimique. Le rhum, au contact de l'eau, à parts égales, il va chauffer, il va monter en température. Donc du coup, on n'a pas envie que le rhum blanc qui a été distillé remonte encore une fois à température. Il peut monter à 60 degrés avec une réaction chimique et c'est très très mauvais. C'est très mauvais pour l'alcool d'avoir une remontée en température. Ça casse complètement le blend. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les maisons de rhum font des réductions lentes. Et une fois qu'on a fini la réduction lente, une fois qu'on a fini le blend, encore après, on laisse reposer, nous, avant l'embouteillage, 3 semaines pour que le produit stabule. Parce qu'un jour, d'ailleurs, j'aurais plaisir à ce que vous veniez me voir, quand vous blendez directement, une fois que vous avez tous vos alcools à 40 degrés et que vous avez mis les vieux rhums avec le rhum blanc et l'eau, si vous goûtez directement dans les cuves, le produit, il n'a pas du tout le goût qu'il aura quand il sera embouteillé. Il n'a aucune saveur. Donc, il faut lui laisser le temps de se reposer pendant 3 semaines, 4 semaines, et ensuite seulement on embouteille. Et 3 semaines après, ça change d'un jour à l'autre. Le produit a le goût qu'il aura, qui sera son goût définitif. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un produit vivant. Le rhum comme le vin, enfin, c'est pour ça qu'il ne faut pas l'agresser, il faut respecter le produit et il faut du temps. De toute façon, quand on fait de l'élevage sous bois, il faut être patient, il faut avoir le temps. On a le temps, c'est ce qui définit le rhum, je trouve. C'est un alcool et il faut qu'il passe en barrique, ça prend du temps. Il faut une réduction lente, ça prend du temps. Il faut une stabulation, ça prend du temps. C'est l'école de la patience, le rhum. Il faut être patient pour avoir un beau produit. Absolument. On met pas de l'alcool de betterave avec du sucre, du caramel et des agents de saveur et ensuite on l'embouteille pour le vendre. C'est pas comme ça que ça marche. Non. Heureusement, il y a des producteurs comme vous qui respectent le produit et qui sont en train de remonter, disons, le produit rhum, la perception du produit rhum dans le monde. Et par rapport à ça, dernière question, après je vous laisse partir. Oui. Au niveau d'exportation, comment ça marche maintenant? Vous êtes où dans le marché, disons, mondial? Et comment vous voyez-vous l'entreprise dans les prochains 5 ans? Alors, donc, nous, déjà, avec les cuvées de l'île Maurice et du Kenya, on est dans plusieurs pays africains, le Rwanda, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Kenya et d'autres. Mais ce qui est surtout important pour nous, c'est le développement de notre cuvée Afrique du Sud qui va être dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est, d'Afrique australe.
Et prochainement sera distribué en Europe, puisque là, je suis en train de faire une cuvée qui est destinée à l'Europe. On a des importateurs distributeurs qui sont intéressés dans plusieurs pays européens, parce que justement, de par l'engouement du rhum, les consommateurs recherchent des nouveaux terroirs et des nouveaux pays. Euh, L'Amérique du Sud est très connue, la Caraïbe est très connue. On a d'autres terroirs qui sont connus comme l'île Maurice ou par exemple même les Philippines. Mais pour l'Afrique, il y en a très peu. L'Afrique continentale n'existe pas dans les cavistes européens. Donc c'est une demande pour eux, pour ces distributeurs, c'est important de répondre à cette demande de nouveaux terroirs, et l'Afrique en est un. Et c'est pour ça qu'on a développé la collection des rhums africains, pour pouvoir apporter à ces consommateurs qui sont curieux de nouveaux produits, des rhums africains continentaux. Donc dans 5 ans, déjà on sera présent beaucoup sur le continent, beaucoup. On sera présent certainement en Europe, puisque là c'est une question de semaines. On a un distributeur qui est intéressé pour nous distribuer sur une 50aine de pays dans le monde. Donc dans 5 ans, j'imagine qu'on aura une distribution qui sera internationale, quoi. Parfait, j'aimerais bien aussi le recevoir en Colombie un jour, mais je sais que c'est plutôt impossible ici. Les importations et tout ça, c'est super cher, donc des fois, ils évitent ce pays, malheureusement. Non, mais par contre, je peux vous envoyer une bouteille, que vous le goûtiez. Je vous enverrai quand même oui. toute la gamme Barry, la collection des rhums africains. Il vous la faut chez vous, ça c'est obligatoire. Absolument, oui, pour ma collection privée, pour montrer ça à mes clients. Et des fois, j'adore aussi offrir à des clients des produits de ma collection privée pour leur montrer aussi le rhum colombien, il est très bon, oui, mais voilà, il y a toujours des rajouts de sucre comme ça, donc pour montrer aussi qu'il n'y a pas seulement des rhums qui sont plutôt doux, on a aussi, il faut aussi montrer des produits qui sont plus naturels, disons. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Oui, et donc surtout on a cette perception du rhum, il est sucré. Beaucoup de gens pensent que le rhum il est sucré parce qu'il vient de la canne à sucre, et il faut toujours expliquer non, c'est pas ça, c'est parce que des fois on rajoute du sucre, etc. Comme on disait avant. Il y a pas mal de rajouts au produit final, malheureusement, de mon point de vue. Bah oui, c'est triste, et c'est pour ça là sur la cuvée qu'on est en train de faire en Afrique du Sud, il y a 0 rajout de sucre, et on a un produit qui est sec. Et les gens qui connaissent peu le rhum sont surpris, mais ils disent, mais moi j'ai déjà goûté du rhum, le rhum est exactement comme vous venez de le dire. On explique, non, en fait, ça reste un distillat de canne à sucre, mais on distille pas le sucre. Absolument. Donc oui, il est très sec notre produit, mais vous le goûterez, vous verrez, c'est vraiment bien de pouvoir faire d'aussi beaux produits sur le continent africain. Nous, chez Barry, on est très fiers de ça, très fiers. Oui, et surtout que voilà, la canne à sucre nécessite un climat équatorien, donc il a besoin de ce climat, de la chaleur, et c'est parfait. Donc voilà, Cyril, pour moi, c'est tout. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose avant de terminer. Non, ok, parfait. Non, c'est très bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Je suis très content de nos produits et du rhum. C'est important. Absolument, oui. Et moi, comme un passionné de rhum, je suis super content et honoré de pouvoir parler avec des producteurs, des gens comme vous, qui produisent des produits excellents. Je n'ai pas goûté encore, mais comme vous en parlez, je suis sûr que c'est un produit excellent. Et voilà, j'espère bientôt de pouvoir le goûter. Et vous le goûterez, et on est très content aussi de recevoir les gens à la distillerie pour expliquer le processus de distillation. Donc, si un jour vous passez par l'Afrique du Sud, vous êtes le bienvenu. Absolument, je ne manquerai pas de vous appeler, de vous contacter. Super. Très bien, merci beaucoup et bon fin d'après-midi pour vous, et à la prochaine. Merci Cyril. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.